C'était l'un des explorateurs les plus célèbres de son époque. Ses contemporains lui ont attribué la découverte de l'Amérique. C'est la figure majeure oubliée, l'explorateur méconnu de l'époque des grandes découvertes. Ses récits de voyage ont fait le tour de l'Europe. Il est parti à la recherche d'un passage vers les Indes et a trouvé un nouveau monde. Il a compris qu'il s'agissait de terres nouvelles qui ne figuraient sur aucune carte du monde. Un cartographe a nommé ce nouveau continent l'Amérique en son honneur. Mais qui était Amerigo Vespucci? Et que lui doit-on exactement? Amerigo Vespucci naît en 1454 dans la ville de Florence, au lieu de la Renaissance italienne. Cette cité prospère, au centre du renouveau artistique et scientifique, est gouvernée par la maison des Médicis, une famille patricienne qui s'est enrichie dans la banque. À cette époque, les Médicis financent plusieurs expéditions à travers le monde pour ouvrir de nouvelles routes de commerce. D'autres grandes familles contribuent au financement de ces voyages. Notamment les Vespucci. Ils font réaliser une fresque pour leur chapelle funéraire dans l'église d'Ognissanti. À gauche, sous le manteau de la Vierge, on peut voir le jeune Amerigo et son oncle Giorgio Antonio. Cet oncle est un moine dominicain humaniste qui a ouvert une école pour jeunes nobles dans le couvent de Saint-Marc. Il prend en charge la formation intellectuelle de son neveu. Amerigo apprend le latin auprès de son oncle. Il lit les textes classiques et les récits de voyage de Marco Polo. Et surtout, il découvre la géographie et l'astronomie, qui sont alors très en vogue à Florence. Les humanistes cherchent à concilier la conception antique du monde avec les découvertes récentes faites par les explorateurs portugais et les voyageurs qui suivent les routes de commerce. Après ses études, Amerigo Vespucci entre au service des Médicis comme comptable et agent commercial. Le banquier Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis vérifie régulièrement les comptes de ses nombreuses entreprises. C'est ainsi qu'il découvre des irrégularités dans l'une de ses maisons de commerce à Séville. Il décide alors d'envoyer un de ses hommes sur place. Son choix se porte sur Amerigo Vespucci. C'est une mission de confiance. Il s'agit de superviser ses affaires en Espagne. C'est ainsi qu'Amerigo Vespucci quitte Florence en 1491, à l'âge de 37 ans, pour une durée indéterminée. Il ignore qu'il ne reviendra jamais dans la cité bâtie sur l'Arno. Il a étudié la géographie et lu de nombreux récits de voyage. Il rêve de voir le monde et se réjouit d'en avoir enfin l'occasion. Séville est un port intérieur situé à proximité de l'embouchure du Guadalquivir. C'est une cité puissante qui va connaître son apogée dans les décennies qui suivent. D'ores et déjà, les galions espagnols y déversent des épices, de la soie et quantité d'autres produits exotiques. Bientôt, les navigateurs au service de l'Espagne vont explorer de nouvelles routes. L'équipement d'un galion n'a rien d'une sinécure. L'armateur prend un risque financier élevé, étant donné les aléas d'un voyage maritime. Il doit trouver un navire, recruter l'équipage et charger une grande quantité de vivres à bord, car la durée du voyage est imprévisible. Amerigo Vespucci entre en relation avec Gianotto Berardi, un riche homme d'affaires florentin au service des Médicis.
Ensemble, ils préparent le premier voyage de Christophe Colomb. Ce dernier a longtemps cherché des financements pour son expédition. Au siècle des grandes découvertes, les expéditions ont toujours un motif économique, comme nous l'explique l'historienne Consuelo Varela. Berardi était un très riche marchand qu'un concours de circonstances avait conduit à devenir l'associé de Christophe Colomb. Et il se trouve que Vespucci travaillait pour Berardi. C'est ainsi qu'une amitié est née entre les trois hommes. Berardi se consacrait à la traite des esclaves. À partir de 1492, il a employé toute sa fortune à financer le premier voyage de Christophe Colomb, puis une partie du deuxième. Personne ne le sait encore, mais cette expédition va bouleverser la représentation que les Européens se font du monde. Christophe Colomb souhaite trouver un passage vers les Indes par l'ouest. Amerigo Vespucci s'enthousiasme pour ce projet. À la fin du XVe siècle, les Européens ont une connaissance limitée du monde, qui se réduit pour eux à l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique. Ils ignorent tout de l'Australie, des nombreuses îles de l'océan Pacifique et bien sûr de l'Amérique. On pense alors que l'océan qui borde l'ouest de l'Europe s'étend jusqu'en Asie. Christophe Colomb se propose de le franchir pour rejoindre ce qu'on appelle alors les Indes. La distance ne paraît pas très importante, selon les calculs de l'astronome florentin Paolo Toscanelli. Aujourd'hui, nous savons que cette distance est en fait 2 fois plus élevée que ne le pensait Toscanelli. Les calculs de Toscanelli concernant l'étendue de la planète sont très éloignés de la réalité, parce qu'ils sont fondés sur les indications très approximatives de Marco Polo. Pour calculer une distance est-ouest, il faut d'abord déterminer la longitude. Mais ça restait très théorique à l'époque. Les calculs de distance n'étaient pas précis du tout, et c'était très risqué de s'y fier. Encouragé par Toscanelli, Christophe Colomb prend la mer le 3 août 1492 en direction des pays des épices. Après une escale d'1 mois environ aux Canaries, il débarque aux Antilles le 12 octobre. Puis il aborde Cuba et Haïti, qu'il nomme Hispaniola. Le navigateur génois est persuadé d'avoir atteint les Indes. À son retour en Espagne, il est accueilli triomphalement, comme le montre aujourd'hui un tableau ornant la place d'Espagne à Séville. Christophe Colomb est reçu par les rois catholiques et anobli. Il a ramené avec lui des indigènes, des perles, des fruits exotiques, mais pas les trésors qu'il avait promis. Il repart pour un deuxième voyage en 1493 et n'en revient que 3 ans plus tard. Les souverains d'Espagne attendent beaucoup de cette deuxième expédition. Ils ont confié l'administration des colonies à Juan Rodríguez de Fonseca. Le prélat accueille lui-même le navigateur à son retour. Il est accompagné d'Amerigo Vespucci qui représente l'armateur Berardi. Ensemble, ils inspectent le chargement du navire dont un 5e revient au souverain. Mais la déception est grande. Il n'y a là presque aucune marchandise de valeur. Là, Berardi est ruiné.
On sait que peu de temps avant de mourir, il a fait ajouter une apostille à son testament. Le testament lui-même a disparu, mais cette note de dernière minute nous est parvenue. Et elle stipulait que Colomb lui devait encore 180 000 maravédis. Amerigo Vespucci est l'un des exécuteurs testamentaires chargés de recouvrer la créance auprès du grand navigateur. Mais il s'est lié d'amitié avec Colomb et rêve de l'imiter. Bientôt, il embarque à son tour. Non avec Christophe Colomb, qui est tombé en disgrâce, mais avec le capitaine Alonso de Ojeda, un jeune noble ambitieux qui a accompagné Colomb dans son deuxième voyage. Fonseca lui a donné pour mission de rapporter de l'or et des épices et d'établir des relations commerciales avec l'Extrême-Orient. À Rio de Janeiro, au Brésil, le cabinet royal portugais de lecture détient des documents qui peuvent éclairer les motivations réelles d'Amerigo Vespucci. Ce ne sont pas les découvertes en elles-mêmes qui intéressaient Vespucci, mais le potentiel commercial que représentaient ces voyages d'exploration. Le fait de trouver de l'or, de l'argent. Les royaumes, pour leur part, étaient également intéressés par les épices. Cependant, au-delà de l'intérêt économique, ce que Vespucci voulait en tant qu'érudit, c'était se lancer comme cartographe, comme cosmographe, comme explorateur et navigateur. 4 navires espagnols quittent Cadix en mai 1499 en direction des pays des épices. Ils suivent les traces de Christophe Colomb vers l'ouest. 2 ans plus tôt, Vasco de Gama a mis le cap à l'est pour le compte du Portugal. C'est ainsi qu'il est devenu le premier Européen à rejoindre les Indes en contournant l'Afrique. L'Espagne et le Portugal sont alors les 2 grandes puissances qui rivalisent pour trouver la route des épices la plus courte. Alonso de Ojeda commande l'expédition espagnole de 1499. Mais à quel titre Amerigo Vespucci y prend-il part? Lui, un banquier sans expérience de la mer. Ce qui lui a été utile, c'est sa connaissance des mathématiques et son habitude des calculs, puisqu'il était financier. Parce qu'à l'époque, pour naviguer, il fallait se diriger selon les étoiles, savoir lire une carte et calculer les constellations. On navigue alors à l'estime. Autrement dit, on déduit la position actuelle à partir de la distance parcourue depuis la dernière position connue. Pour cela, on mesure la vitesse du navire au moyen d'un loch. Il s'agit d'un morceau de bois relié à une ligne dont les graduations sont matérialisées par des nœuds. On compte combien de fois le loch passe de l'étrave à la poupe durant le temps d'un sablier. C'est ainsi que le nœud devient l'unité de mesure de la vitesse d'un bateau. Amerigo Vespucci consigne toutes les mesures. Durant des siècles, les Européens ont pratiqué la navigation côtière. Pour s'orienter, ils observaient la faune et la flore, en particulier les oiseaux marins. La navigation en haute mer est très différente. Dans le Grand Planétarium de Berlin, l'historien Félix Lüning nous montre comment procédaient les navigateurs hauturiers du XVIe siècle. La navigation pratiquée par Amerigo Vespucci n'était pas aussi fine que celle d'aujourd'hui, bien sûr. On ne connaissait pas encore le sextant, ni le chronomètre, ni la radiobalise. On possédait le compas et cet instrument qu'on appelle le bâton de Jacob, parce qu'il ressemblait au bâton des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. C'est un instrument très simple qui permet de mesurer un angle.
On place la flèche à la hauteur de l'œil et l'extrémité basse du marteau sur l'horizon. Puis on fait coulisser le marteau jusqu'à ce que l'extrémité haute soit alignée avec l'étoile dont on veut connaître la hauteur. De préférence l'étoile polaire. On lit la mesure de l'angle sur la flèche qui est graduée. Quand on mesurait l'étoile polaire, on obtenait du même coup sa hauteur angulaire et donc la latitude de la position du bateau. L'étoile polaire se trouve dans l'alignement de l'axe de la Terre au-dessus du pôle Nord. Au XVIe siècle, on mesure sa hauteur avec un bâton de Jacob, un astrolabe ou un cadran. Quand elle est pile au-dessus du navire, elle forme un angle de 90 degrés avec l'horizon. Quand elle est sur l'horizon, l'angle est de 0. C'est ainsi qu'on détermine la latitude à laquelle on se trouve dans l'hémisphère nord. Si l'étoile polaire forme le même angle tous les jours, c'est que le navire se déplace en ligne droite vers l'ouest, toujours à la même latitude. À son retour, Amerigo Vespucci écrit à son employeur Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis « Je me dirigeais vers les îles Fortunées et fis voile vers le sud-ouest. » Amerigo Vespucci ne mentionne pas le nom du capitaine et s'exprime comme s'il commandait lui-même le navire. Plus tard, cela conduira certains historiens à l'accuser d'imposture. Mais son attitude peut s'expliquer. L'Académie des sciences, à Vienne, possède une collection de documents très importante concernant l'histoire des grandes découvertes. Son conservateur s'est livré à une étude approfondie des textes d'Amerigo Vespucci et il estime que ce sont des sources historiques tout à fait crédibles. Amerigo Vespucci ne mentionne pas non plus le nom des pilotes. Il compose son texte dans le style des essais épistolaires de l'Antiquité. Toute sa lettre est rédigée à l'intention du destinataire. Or, ce destinataire se moque de savoir quel noble espagnol ou portugais a décroché le poste de commandement. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les faits exotiques ou extraordinaires. Les navires touchent terre après 44 jours de navigation. Ils se trouvent au nord-est de l'Amérique du Sud. Doivent-ils maintenant faire voile vers le nord ou vers le sud? Alonso de Ojeda et Amerigo Vespucci vont décider de se séparer pour explorer la côte dans les deux directions. Alonso de Ojeda s'est engagé à rapporter de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des perles. Il prend 2 caravelles sous ses ordres et fait route vers le nord, où il espère découvrir le pays gorgé de richesses vanté par Christophe Colomb. Amerigo Vespucci guide les 2 autres navires le long d'une route inconnue en direction du sud. À la Bibliothèque nationale centrale de Florence, on peut admirer un manuel de géographie de 1478 ayant appartenu à la famille Vespucci. Cet ouvrage nous révèle la connaissance du monde qu'avait Amerigo. Sur un des feuillets, même si c'est un peu effacé, on peut lire « Augustini Vespucci ». Et ce blason est celui de la famille Vespucci. Le responsable des manuscrits anciens nous explique ce que ce document a de singulier. Cette carte est un planisphère ptoléméen. La géographie de Ptolémée, qui était bien connue depuis l'Antiquité, concevait l'océan Indien comme une mer fermée. Mais depuis l'arrivée de cet ouvrage à Florence, au début du XVe siècle, d'autres cartes avaient été ajoutées aux manuscrits, puis à ces reproductions imprimées. Et ces nouvelles cartes, tirées de l'expérience des navigateurs, montraient l'océan Indien comme une mer ouverte.
C'est pourquoi Amerigo Vespucci s'était fixé pour objectif de gagner l'autre extrémité de l'océan Indien. Selon les conceptions d'Amerigo Vespucci, l'océan Indien est donc ouvert. Il borde l'Afrique à l'ouest et la queue de dragon à l'est. C'est le nom qu'on donne alors à une péninsule dont on sait peu de choses et qui correspond plus ou moins à la péninsule malaise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Amerigo Vespucci pense avoir atteint l'extrémité de la queue de dragon. Il espère trouver rapidement un passage vers les légendaires pays des épices. Il va longer la côte en direction du sud-est durant 4 jours et 4 nuits. La nature qu'il observe alors le fascine. Il a sous les yeux des espèces animales et végétales qui lui sont totalement inconnues. Le ciel nocturne est également très différent de celui dont il a l'habitude en Europe. Et pour cause, il est passé dans l'hémisphère sud. Il contemple des constellations qu'il n'avait encore jamais vues, comme la Croix du Sud. À l'inverse, l'étoile polaire, qui était sa référence, a disparu. Amerigo Vespucci l'ignore encore, mais il longe le tiers supérieur d'un vaste continent qui se révélerait être le 4e par sa taille. Il découvre bientôt l'embouchure de l'Amazone et décide de l'explorer. Il est le premier Européen à accoster là. Les indigènes repèrent le navigateur et ses hommes avant même qu'ils débarquent. Ils les observent, cachés et à bonne distance. Les explorateurs espèrent les attirer avec des présents. Ils arrivent dans un monde totalement nouveau. Vespucci note ses observations sur les indigènes et sur les animaux. Il décrit une multitude d'hommes et des variétés d'animaux inconnus en Europe. Au sujet des indigènes, Amerigo Vespucci écrit « Ils vont tout nus ». Quel contraste saisissant avec les Européens d'alors, qui sont couverts de la tête aux pieds. Dans le Nouveau Monde, il fait référence au nombre de langues parlées par ces indigènes, à leur diversité culturelle, à la variété de leurs coutumes. Ces peuples ont une culture que l'on pourrait qualifier de plus primitive. Et c'est ce qu'il cherche à mettre en évidence dans son récit en pointant cette diversité. Il s'inscrit ainsi dans cette tradition littéraire qui exotise le continent américain et ses habitants. Observant que les fleuves déversent une grande quantité d'eau douce dans la mer, Amerigo Vespucci émet l'hypothèse que les terres découvertes n'appartiennent pas à une île, mais à un continent. Or, selon les connaissances de l'époque, ce continent ne peut être que l'Asie. Mais il ne trouve pas plus de passage vers les Indes que de pays regorgeants de richesses. Il décide donc de rebrousser chemin. Nous faisions si peu de progrès que nous résolûmes de changer de cap pour remonter vers le nord. Amerigo Vespucci a sans doute encore une autre raison pour remonter vers le nord. Il a compris qu'il se trouvait dans les eaux portugaises. En 1493, les deux grands royaumes de la péninsule ibérique se disputaient le monde.
le pape est intervenu pour le partager entre eux. À l'Espagne, il a attribué les terres situées à l'ouest d'un méridien traversant l'océan, et au Portugal, celles situées à l'est. C'était complètement fou, parce que ni les Espagnols ni les Portugais n'étaient capables de déterminer leur position exacte en mer, sans compter qu'une grande partie de la terre leur était totalement inconnue. Ils ne savaient pas ce qui s'y trouvait. C'est pour cela qu'ils tâtonnaient dans leur voyage d'exploration, parce qu'ils ne savaient pas exactement où ils se trouvaient. Notamment quand ils longeaient la côte sud-américaine, ils ignoraient s'ils étaient en territoire ennemi ou non. Amerigo Vespucci et ses deux équipages traversent de nouveau l'équateur et remontent la côte en direction du nord. À chaque fois qu'ils accostent, ils rencontrent des indigènes. Nous vîmes chaque jour une infinité de gens, note Amerigo Vespucci. Nous accostâmes dans un port naturel où les habitations étaient bâties sur l'eau, comme à Venise. Vespucci surnomme ce lieu la Petite Venise, ce qui donnera plus tard Venezuela. À son retour, son récit sera publié avec des illustrations comme celle-ci. Dans certains endroits, les indigènes attaquent les explorateurs. Mais ils ne se battent pas à armes égales. Que peuvent leurs arcs et leurs flèches contre les armes à feu des Espagnols? Nous les mîmes en déroute, tuâmes nombre d'entre eux et pillâmes leurs maisons, se vante le navigateur florentin. L'usage de la violence semble alors aller de soi. Les explorateurs ont un drôle de sens de l'honneur. D'un côté, ils considèrent comme infamant de perdre une bataille ou de renoncer devant des difficultés. Mais de l'autre, ils brûlent les maisons des indigènes, tuent les otages et violent les femmes sans aucun état d'âme. À cette époque, la violence est légitimée par ceux des chrétiens qui considèrent les indigènes idolâtres comme des êtres inférieurs. Amerigo Vespucci et Alonso de Ojeda se rejoignent et entament le voyage de retour. Ils rentrent en Espagne avec plus de 200 esclaves, mais très peu de marchandises précieuses. Amerigo Vespucci estime néanmoins que l'expédition est une réussite. N'a-t-il pas découvert de nouvelles terres? Il n'a qu'une hâte, reprendre la mer, car il est sûr de pouvoir trouver un passage vers les Indes par l'ouest. Neuf mois plus tard, il écrit à son employeur à Florence. « Vous avez sûrement ouï dire que lors de mon séjour à Séville, je fus appelé auprès du roi du Portugal qui me confia la préparation d'un voyage pour son compte. Amerigo Vespucci embarque donc pour une nouvelle expédition. Comment Amerigo Vespucci est-il entré au service des Portugais? Il avait fait toutes ses expériences aux côtés des Espagnols avec Christophe Colomb. Mais les Portugais ont vu en lui l'homme idéal pour une opération d'espionnage scientifique. C'était un érudit qui connaissait l'astronomie et qui avait un accès direct aux informations détenues par les Espagnols. Les Portugais s'engageaient dans une opération spéciale, à savoir l'exploration du Brésil avec une question: est-ce un continent ou une île? C'était une question de la plus haute importance politique. Et pour cette opération, ils souhaitaient la présence d'Amerigo Vespucci à bord, comme informateur. Ils l'ont choisi pour ses connaissances en astronomie, mais plus encore parce qu'il avait connaissance des informations détenues par les Espagnols. En janvier 1502, après 9 mois passés en mer, les explorateurs portugais entrent dans la baie de Guanabara. Ils s'imaginent qu'il s'agit de l'embouchure d'un fleuve, qu'ils nomment Rio de Janeiro, le fleuve de janvier.
La nature qu'il découvre est exubérante. Il y a là des arbres géants, des fleurs parfumées et une grande variété d'espèces qui s'épanouissent dans ce climat doux. Si le paradis existe sur Terre, il n'est sûrement pas très loin d'ici, écrit Amerigo Vespucci. Il observe une faune très riche. Également, une grande variété parmi les populations autochtones qui semblent vivre en harmonie avec la nature. Et il a l'impression d'avoir découvert un paradis. Et ça l'était sans doute, comparé à l'Europe, avec ses villes surpeuplées et ses campagnes cultivées et surexploitées. Dans ce nouveau monde, la nature lui semblait préservée. Mais Amerigo Vespucci ne trouve toujours pas de passage vers les Indes. La côte qu'il longe en direction du sud ne semble pas avoir de fin. Nous arrivâmes dans la zone torride, dépassâmes l'équateur et le tropique du Capricorne et descendîmes encore. Le pôle sud se trouva élevé au-dessus de l'horizon de 50 degrés. Ce point est controversé. Amerigo Vespucci a-t-il vraiment atteint le Rio de la Plata, ou même la Patagonie? C'est impossible à dire aujourd'hui. Une chose est sûre, il a exploré les côtes du Brésil sur plus de 1000 km. Ce faisant, il a établi l'existence de terres jusqu'alors inconnues, très au sud de l'équateur. Or, à l'époque, Christophe Colomb n'avait pas conscience d'avoir découvert de nouvelles terres, puisqu'il était persuadé d'avoir atteint les Indes. Amerigo Vespucci a donc été le premier à comprendre que les terres qu'il explorait n'étaient pas la côte orientale de l'Asie, mais un nouveau continent. À ce moment-là, Amerigo Vespucci a parcouru des milliers de kilomètres au-delà des limites du monde connu, et même du monde imaginé avec la queue de dragon. À force de descendre vers le sud, il comprend qu'il a découvert une terre totalement nouvelle, qu'on n'a encore jamais représentée sur une carte du monde. Et peu à peu, les côtes du continent américain surgissent du néant comme un fantôme. À son retour, Amerigo Vespucci fait imprimer un récit de son voyage en latin. Il l'intitule « Mundus Novus », le Nouveau Monde. L'œuvre paraît à Paris en 1503. Son succès est tel qu'elle est traduite en plusieurs langues et rééditée à de multiples reprises, seule ou dans des recueils. Cet immense succès s'explique d'abord par le fait qu'Amerigo Vespucci dit explicitement que les terres qu'il a explorées dans le sud n'appartiennent ni à l'Asie, ni à l'Europe, ni à l'Afrique, et donc qu'il a découvert un nouveau continent. C'est toujours la question centrale quand on étudie les textes d'Amerigo Vespucci. Et ce n'est dit nulle part ailleurs avec autant de clarté dans aucune autre de ses lettres. C'est la première publication qui contient cette affirmation. Cela suffit déjà à en faire une œuvre importante. Le Mundus Novus, c'est la science, avec des observations minutieuses, mais aussi la passion, avec la description d'un monde paradisiaque, et l'épouvante, avec quelques récits très frappants concernant le cannibalisme et la liberté sexuelle. Ce dernier sujet intéresse énormément les Européens, qui ont alors des mœurs austères. Il apparaît dans le Mundus Novus et par la suite on le retrouvera dans tout bon récit de voyage. Le cannibalisme et l'érotisme des indigènes dénudés inspireront de nombreuses gravures comme celle-ci, réalisée un siècle plus tard. Des images chocs qui font vendre. Des femmes offertes aux étrangers. Des rites anthropophages. Pendant des siècles, ces gravures fantasmagoriques vont façonner l'image que les Européens auront du Nouveau Monde. Le sexe et le crime étaient deux ressorts qui faisaient vendre, exactement comme aujourd'hui.
Dans le récit de Vespucci, les éditeurs ont choisi les images les plus vendeuses. Certaines tribus d'Amérique du Sud pratiquaient le cannibalisme, généralement dans le cadre de rites guerriers. Et les invitations sexuelles servaient sans doute à favoriser les alliances politiques. Mais avec leur regard lubrique, les Européens en ont fait tout autre chose. Ils n'avaient aucune compréhension de ces gestes dans leur contexte culturel ou ethnologique. Des siècles plus tard, on soupçonne le navigateur florentin d'avoir embelli la vérité. Le savant allemand Alexandre de Humboldt sera le premier à étudier ces textes avec la rigueur scientifique au début du XIXe siècle. À cette époque, certains accusent même Vespucci d'avoir inventé ces voyages de toutes pièces. On s'étonnait, par exemple, que Vespucci parle de lion brésilien. Mais cela dénote une méconnaissance de la langue du début de l'époque moderne. On avait alors l'habitude, quand on découvrait une toute nouvelle espèce, de la nommer d'après une espèce connue qui lui ressemblait. Par exemple, la girafe était appelée couramment Camelopardalis, autrement dit chameau tacheté. Dans le même ordre d'idées, on pouvait très bien appeler un félin de la jungle américaine lion brésilien. Ça allait de soi à la Renaissance. On le retrouve chez de nombreux auteurs. Si on a relevé ce genre de détails chez Vespucci, c'est seulement parce qu'on s'efforçait d'apporter la preuve que ces récits étaient inventés. Mais douter de l'authenticité du Mundus Novus et accuser Vespucci d'imposture, ça a été une vraie mode chez les philologues dès le XIXe siècle, et plus encore au début du XXe. En revanche, du vivant d'Amerigo Vespucci, personne ne doute de sa sincérité. Le navigateur florentin est d'ailleurs plus célèbre que Christophe Colomb. Le récit qu'il a publié est lu dans toute l'Europe, y compris dans le gymnase vosgien de Saint-Dié, en Lorraine. L'humaniste Matthias Ringmann et le cartographe Martin Waldseemüller sont fascinés par la découverte d'un nouveau continent. Ils décident de publier une nouvelle édition de la géographie de Ptolémée, illustrée d'une carte du monde intégrant les toutes dernières découvertes. Les cartes en circulation sont très diverses, chaque cartographe travaillant isolément, sans concertation avec les autres. Et elles sont truffées d'erreurs qui se sont accumulées au fil des siècles. Matthias Ringmann et Martin Waldseemüller souhaitent établir une carte correcte et complète du monde connu. La grande question pour Ringmann et Waldseemüller, c'est où trouver des relevés fiables pour dessiner le contour exact des côtes et où obtenir les noms des lieux pour dresser leur carte du monde. Le Mundus Novus de Vespucci ne contient pas ces informations parce qu'elles sont confidentielles et on ne peut pas les révéler impunément. Néanmoins, le duc de Lorraine, René II, réussit à se procurer une carte du monde portugaise qui détaille toutes les informations recueillies par Vespucci lors de son expédition. Ringmann et Waldseemüller ont donc accès aux toutes dernières connaissances géographiques. Les cartes du monde sont des documents secrets. Ceux qui les copient, les dérobent ou en font la contrebande encourent la peine de mort. Matthias Ringmann et Martin Waldseemüller achèvent leur ouvrage après plusieurs années de travail. Ils proposent de nommer le nouveau continent. Et je ne vois rien qui raisonnablement nous empêcherait de l'appeler Terre d'Amérique
du nom de son génial découvreur, ou simplement America, puisqu'aussi bien l'Europe et l'Asie ont reçu des noms de femmes. Par la suite, le planisphère de Waldseemüller sera beaucoup copié et servira de modèle à d'autres cartes. Un seul exemplaire est parvenu jusqu'à nous. Longtemps tombé dans l'oubli, il a été redécouvert en 1901 dans les collections du château de Wolfegg en Allemagne. La carte du monde de Martin Waldseemüller arrive ici au milieu du XVIIe siècle. Mais on ne l'enregistre nulle part. On se contente de la poser sur une étagère et on l'oublie. Elle y est restée à l'abri de tout contact. Et elle était encore en très bon état 300 ans plus tard. Aujourd'hui, une copie est exposée au château. L'original a tout de suite éveillé beaucoup d'intérêt. Les Américains ont cherché à acquérir le planisphère de Martin Waldseemüller pendant des décennies, en vain, parce qu'il était protégé en tant que bien culturel allemand. Il a fallu attendre le gouvernement Schröder pour qu'on obtienne enfin l'autorisation de le leur céder. C'est ainsi que 500 ans plus tard, l'unique exemplaire original du planisphère de Waldseemüller est entré dans l'une des collections les plus prestigieuses du monde, celle de la Bibliothèque du Congrès américain, où il est conservé comme un trésor. Les États-Unis d'Amérique ont déboursé pas moins de 10 millions de dollars pour l'acquérir. C'est intéressant de voir comment les États-Unis d'Amérique sont devenus l'Amérique tout court. À l'origine, le nom d'Amérique désignait le continent sud-américain. Le continent nord-américain n'était pas connu, et on l'a intégré plus tard à l'Amérique. Ça n'a pas empêché les États-Unis, dans leur volonté d'hégémonie, de réclamer le certificat de naissance de l'Amérique, qui leur appartient désormais. Amerigo Vespucci n'a jamais eu vent de l'existence de cette carte. Après l'expédition qu'il a effectuée pour le compte du Portugal, le navigateur florentin rentre en Castille, où il s'établit et obtient des honneurs. Amerigo Vespucci se marie et il est nommé au poste de navigateur en chef de la Casa de Contratación, l'administration coloniale espagnole. Là, il est notamment chargé d'enseigner la géographie et les techniques de navigation, en particulier le maniement de l'astrolabe et du cadran. Manifestement, Vespucci a acquis de telles connaissances que le roi le nomme piloto major, pour qu'il administre les archives cartographiques qui sont le plus grand trésor de la Castille. Ce poste est créé pour lui en 1508 et Vespucci y reste jusqu'à sa mort 4 ans plus tard. On peut donc en déduire qu'il était alors très respecté et qu'il n'était absolument pas considéré comme un imposteur ou un charlatan, comme on l'a dit plus tard. Le plus grand trésor de la couronne de Castille est le Padrón Real, une carte secrète où apparaissent toutes les nouvelles découvertes qui servira de modèle à toutes les cartes marines espagnoles au XVIe siècle. Elle est produite à la Casa de Contratación à Séville. De nos jours, les Archives générales des Indes rassemblent tous les documents relatifs aux colonies espagnoles. Cette carte s'inspire d'une autre, conservée aujourd'hui à Vienne, qui repose elle-même sur le planisphère de Waldseemüller.
Voici une carte qui paraît d'emblée très moderne. On voit l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Ça ressemble aux cartes que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les deux extrémités de la carte. À l'ouest, l'Amérique centrale est représentée sous la forme d'une bande étroite parce qu'on ne l'a pas encore explorée. Et à l'autre extrémité, à l'est, on voit une île. Imaginons qu'on mette les deux côtés bord à bord. Cette île, toute proche de l'Amérique centrale, s'appelle Zipango. Et c'est tout simplement le nom du Japon en chinois. On ignore encore l'existence de l'immense océan Pacifique. Christophe Colomb pense avoir découvert des îles situées devant les côtes asiatiques, et Amerigo Vespucci affirme avoir trouvé un nouveau continent au sud. Mais contrairement à ce qu'on a dit, les deux découvreurs ne sont pas rivaux. Vespucci a contribué à financer les voyages de Colomb alors qu'il était au service des Médicis. Et il est resté son ami jusqu'à la mort du navigateur génois en 1506, même après que ce dernier fut tombé en disgrâce. Les grandes découvertes qu'ils ont faites tous les deux ont changé la face du monde. Le monde a beaucoup changé au cours des 5 derniers siècles, en particulier dans le Nouveau Monde. Dans la baie de Rio de Janeiro, au Brésil, où Amerigo Vespucci était entré en 1502, on a construit une mégapole. Et le paysage s'est complètement transformé par rapport à ce qu'Amerigo Vespucci avait découvert il y a 5 siècles. En 1520, le Portugais Fernand de Magellan s'appuie sur les récits d'Amerigo Vespucci pour trouver un passage au sud de l'Amérique, apportant ainsi la preuve ultime qu'il s'agit bien d'un continent. Ces écrits ont eu un impact énorme en Europe. La manière dont il décrit ce monde qu'il a découvert et qu'il identifie comme étant autre a marqué toute une vision européenne de ce nouveau monde. En ce sens, la contribution d'Amerigo Vespucci est fondamentale pour comprendre l'histoire de l'expansion et de la conquête européenne du continent américain, qui finit par devenir un espace d'européanisation. C'est le début de l'histoire de l'Amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a eu raison de nommer ce double continent en l'honneur d'Amerigo Vespucci. Simplement, par la suite, on a fait un mauvais procès à ce personnage. C'était sans doute moins un découvreur qu'un cartographe qui a su interpréter les découvertes de son temps. C'était injuste qu'il sombre dans l'oubli. Et il était légitime qu'on donne son nom au nouveau continent. Amerigo Vespucci meurt en 1512. 5 ans plus tôt, le nom d'Amérique a été inscrit pour la première fois sur une carte du monde. 500 ans plus tard, la gloire du navigateur florentin a bien pâli. On ne sait plus grand-chose de lui, mais son nom est passé à la postérité.